cette première donc, édition des jeudis de santé naturelle est dévolue au problème des infections virales. Effectivement, c'est un sujet qui est toujours d'actualité et vous allez le voir qui sera de plus en plus d'actualité, pour lesquelles nous essayons d'apporter des solutions très efficaces et très innovantes. Alors, tout d'abord, la question est, où en est-on aujourd'hui face au monde viral hostile? Effectivement, il existe dans la nature, on le verra, des virus qui ne sont pas du tout hostiles, qui sont même bénéfiques pour nous, mais un grand nombre d'autres virus sont particulièrement, je dirais, très pathogènes, voire redoutables. Alors, voilà. Donc, premièrement, les maladies virales, c'est un réel problème aujourd'hui de santé publique, non seulement en France, mais à peu près partout dans le monde. Les moyens thérapeutiques que l'on dispose aujourd'hui au niveau de la médecine, vous avez donc, en médecine conventionnelle, c'est-à-dire la médecine, je dirais, qui est dévolue dans les cabinets médicaux, en milieu hospitalier, etc., on a des vaccins. Ça, tout le monde sait qu'il y a des vaccins, la grippe, l'hépatite, etc. Bien. On ne parlera pas, bien sûr, des vaccins, ni du pour, ni du contre. Ensuite, vous avez, lorsque la maladie est déclarée, là, le vaccin est trop tard, on a ce qu'on appelle des gamma-globulines, qui sont donc des réponses, je dirais, face à un virus donné. Donc là, c'est très précis, il faut savoir quel virus qui est attaqué pour savoir quelle gamma-globuline donner. Et puis, vous avez différents types de médicaments de synthèse, comme le Tamiflu, etc. Bien. En médecine, qu'on appelle complémentaire, alors il y a beaucoup de termes possibles. On peut parler de médecine complémentaire, en complément de la médecine officielle. Médecine alternative, c'est-à-dire à la place de. Moi, je préfère le terme de médecine naturelle intégrative, c'est-à-dire une médecine qui ne combat pas l'autre médecine, dans laquelle on s'intègre, je dirais, tout à fait. Alors, vous avez, dans cette médecine complémentaire, des huiles essentielles. Les huiles essentielles qui sont connues, je dirais, depuis très très longtemps et qui ont un avantage certain, vous le verrez, dans ce type de pathologie. Vous avez à côté des huiles essentielles des extraits végétaux, c'est-à-dire donc des extraits comme les teintures mères, les extraits secs, etc., qui sont un bon complément à l'aromathérapie. Et puis des extraits de champignons, dont on verra également le pourquoi de ces extraits. Alors, que sont les virus ? Eh bien, les virus, ce sont des petites particules donc, que l'on dit submicroscopiques, c'est-à-dire c'est vraiment infime, entre 20 et 300 nanomètres, aux frontières du monde vivant. Donc, on n'est pas dans la matière inerte, on n'est pas encore vraiment dans la matière vivante, on est vraiment en frontière. Bien. Ces virus, ces particules comportent comme matériel génétique soit de l'ARN, alors c'est ce qu'on appelle l'acide ribonucléique. L'exemple type, c'est ceux de la grippe, virus de la grippe, c'est l'ARN, soit de l'ADN, acide déoxyribonucléique. Exemple, le virus de l'herpès. Donc deux mondes différents. Matériel génétique, donc, alors, quand on dit ADN ou ARN, bon, pour l'ADN, c'est ce qu'on a dans le noyau et qui vous sert, si vous voulez, de mémoire génétique. Voilà, c'est pareil. Eh bien, ce matériel génétique est ensaché dans une simple capside, c'est une sorte de petit sac, si vous voulez, dans lequel il y a ce matériel, d'origine protéique, ce sont des protéines qui le constituent, et lorsqu'il n'y a pas autre chose que cette capside, on appelle le virus un virus nu. Par contre, certains virus peuvent en plus être empaquetés d'une façon supplémentaire dans une enveloppe, et à ce moment-là, nous parlons de virus enveloppés. Alors, c'est important de le savoir, tout au moins en tant que professionnel, car les réponses seront différentes, puisque je dirais la façon d'attaquer ces virus sera forcément différente, puisque face aux huiles essentielles, eh bien, on aura soit une capside, soit une enveloppe. Et ces virus se répliquent obligatoirement dans une autre cellule, donc une cellule hôte, car
les virus ne possèdent pas ni cytoplasme, ni moyens métaboliques. C'est purement du matériel génétique empaqueté. Donc pour cela, le virus va devoir pénétrer dans une cellule. Alors c'est ce qui se passe lorsque vous avez la grippe, par exemple. Le virus grippal, l'influenza virus, va pénétrer dans une cellule des voies respiratoires hautes, va pénétrer, et lorsqu'il a pénétré, eh bien, il va se servir à la fois de l'énergie produite par la cellule, mais aussi des possibilités de multiplication de son matériel génétique en utilisant finalement donc, les moyens offerts par la cellule qu'il a accueillie. Voilà. Alors, par contre, ce qu'on va retrouver au niveau soit de la capside, soit de l'enveloppe, vous avez des projections protéiques qui permettent d'abord la pénétration en particulier dans la cellule hôte. Et ces projections sont en réalité des protéines de type enzyme. Ce sont des enzymes, mais les enzymes, on le verra, agressives. Alors, à côté des virus classiques, eh bien, on peut parler de ce qu'on appelle des virus émergents. Que veut dire émergent? Eh bien, les virus à ARN, donc c'est le matériel génétique le plus ancestral qui existe, hein, voilà, se répliquent en augmentant la diversité de leur génome. Le génome, c'est l'ensemble des gènes qui constituent donc l'ARN. Voilà. Donc, une sous-population dominante pouvant apparaître au hasard ou par sélection de l'hôte. C'est-à-dire que vous avez le virus, je dirais, initial. Ensuite, vous avez donc des mutations qui se passent. Et le nouveau virus qui est là, s'il se développe, peut prendre le pas sur le virus mère, si j'ose dire. C'est ce qu'on appelle donc une sous-population. Et celle-ci, donc, je dirais, pourra être extrêmement pathogène. Donc, ça se fait soit au hasard, soit sélectionné par l'autre, c'est-à-dire la personne qui a été contaminée. Et cette nouvelle population de quasi-espèces, maintenant, remplaçant la population initiale. La variabilité de la composition génétique des quasi-espèces peut parfois influer sur la gravité de la maladie. Voilà. C'est pour ça qu'on parle de virus émergents et de virus, je dirais, extrêmement souvent très pathogènes. On verra un certain nombre d'exemples. Ce que j'ai mis en petit 1, vous voyez leur génome, ces virus, je dirais, ont des enzymes qu'on appelle des polymérases, donc qui permettent de régénérer le génome qui a été éventuellement, donc, je dirais, lésé par les ultraviolets, par différentes choses. Voilà. Et donc, leur polymérase ne réparant pas les erreurs de lecture du code génétique lors de la réplication. Donc, vous avez ce qu'on appelle un taux de mutation 1000 fois plus élevé chez les virus à ARN que ceux à ADN. Donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le virus de la grippe pose beaucoup de problèmes, je dirais, aux pharmacologues, puisqu'ils ont des capacités de mutation énormes. Alors que le virus, on le verra par exemple de l'herpès, eh bien, n'a qu'une très faible capacité justement de mutation. Il est relativement très stable. Alors, la transmission de ces virus émergents se fait selon un mode enzootique, ça veut dire par l'animal, donc d'animal en animal, voilà, ou par l'intermédiaire d'insectes. Les réservoirs viraux, c'est-à-dire les animaux, si vous voulez, qui hébergent ces virus, sont très variés. Vous avez les rongeurs, par exemple, vous avez les écureuils, qui peuvent être des réservoirs. Or, souvent, vous savez, les enfants vont vite, je dirais, courir après les animaux, quelquefois ils en attrapent, etc. Attention, ils peuvent être contaminants. Les oiseaux, bien sûr. On a vu les grandes épidémies qui se sont développées en Asie. Les moustiques, ça tout le monde le sait. Donc les moustiques sont des vecteurs importants, mais en même temps des réservoirs importants de virus dangereux. Et puis les tiques. Parce que les tiques, en général, bon, vous savez que les tiques transmettent une bactérie qu'on appelle Borrelia, qui vous donne la maladie de Lyme, qui est de plus en plus courant, qui devient d'ailleurs un problème de santé publique majeur aujourd'hui.
Alors faites attention, quand vous allez vous promener dans la forêt de Fontainebleau, eh bien c'est bourré de tiques. Et lorsque vous avez donc ce type de maladie, ça peut être extrêmement grave, et vous pouvez avoir même après des encéphalites à tiques, etc., à Borrelia. Qui est responsable de ce développement des maladies virales émergentes? Eh bien, quand on remonte loin dans le temps, c'est la chasse. Donc les premiers chasseurs ont été les premiers, si vous voulez, à permettre l'émergence de ce type de virus. Mais aussi la domestication des animaux, de par le monde. Et puis, encore plus, la déforestation. Et surtout, donc, des forêts tropicales et subtropicales. Et donc, il y a de plus en plus d'exemples de virus qui étaient là, dormants, qui n'avaient aucun impact sur notre santé. Et parce qu'on déforeste, si vous voulez, eh bien, ces virus, je dirais, nous ont rattrapés, via donc différents vecteurs animaux. Alors, ça a permis, par exemple, l'émergence de la variole. Alors, heureusement, aujourd'hui, la variole a été éradiquée, fort heureusement, mais prospère toujours la dengue. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la dengue. C'est une maladie virale, on verra, il y a plusieurs formes, on va en parler un peu plus longuement tout à l'heure. Ce n'est pas du tout une maladie anecdotique, puisque cette dengue, si vous allez faire un petit voyage, vous savez, dans les Caraïbes, eh bien, ce n'est pas entièrement sécurisant, puisque c'est une zone où la dengue est extrêmement développée, comme d'ailleurs le chikungunya. Donc faites très attention, surtout de ne pas être piqué dans ces régions. Sinon, vous avez, surtout, alors ça se développe par épidémie, donc on vous dit, faites attention, en ce moment, la dengue ou le chikungunya prospèrent. Voilà. Mais aussi dans d'autres pays, Madagascar, l'Asie, le Laos, etc. Donc la dengue est maintenant répandue quasiment sur toute la planète. Et le vecteur, ce sont donc des moustiques. Vous avez aussi le sida. Donc on connaît très bien l'histoire du sida, qui est né donc en Afrique, il y a à peu près un siècle, et ça a été transmis via des animaux comme les gorilles. Ce n'est pas une invention de l'homme, le virus du sida. Et puis, les fièvres hémorragiques, de triste mémoire, alors récemment, Ebola. Voilà. Alors, également le SRAS, entre autres. Alors, les spécialistes estiment que des milliers de virus nous attendent dans les forêts tropicales. Ça veut dire, en réalité, je dirais, il y a un risque majeur. Plus la déforestation se fait, plus on est en contact avec des animaux que l'on ne devrait pas être en contact avec eux, où des nouveaux virus émergents vont apparaître. Ça, on en est quasiment sûr. Alors, quelles sont les cibles des virus et leur virulence? Eh bien, l'affinité des virus pour certains organes ou tissus sont les suivants. Donc, les virus peuvent attaquer la peau et le système nerveux, avec des dermites infectieuses, virales, des encéphalites virales, etc. Le tube digestif et ses annexes. Alors, vous connaissez bien le problème des hépatites, A, B, C, D, E, etc. Voilà. L'appareil respiratoire. Alors, la bronchiolite aiguë du nourrisson, qui attaque donc les bronchioles, mais la grippe, donc, qui est une infection ORL. L'appareil génital, avec les dysplasies du col et le fameux papillomavirus, donc, dont on parle particulièrement, compte tenu justement du vaccin qui est quasiment imposé, je dirais, aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Et puis, à côté de cela, il faut regarder la pathogénicité, c'est-à-dire l'importance, je dirais, de la virulence du virus sur l'organisme humain. Et là, nous savons qu'il y a des virus qu'on appelle oncogènes, c'est-à-dire capables de générer un cancer. Il y en a plusieurs. En particulier, vous avez l'EBV, qu'on appelle Epstein-Barr virus, qui donne donc des cancers de la peau en particulier, et l'HPV, donc l'human papillomavirus, qui va donner des cancers du col chez la femme. Et puis vous avez ces nouveaux, des virus diabétogènes, qui vont générer le diabète 2. Alors ce n'est pas le diabète auto-immun, c'est le diabète 2. Et puis, et ça c'est encore plus récent, des virus auto-immunogènes, c'est-à-dire qui vont induire des maladies auto-immunes.
et les maladies auto-immunes, aujourd'hui, c'est la bête noire des thérapeutes parce que soigner les personnes qui ont développé une pathologie auto-immune, par exemple une polyarthrite rhumatoïde, une maladie de Crohn, une thyroïdite d'Hashimoto, etc., c'est de plus en plus fréquent et il y a peu de moyens de traitement. Je n'ai pas dit pas, hein, j'ai dit peu. Voilà. Et là, récemment, on a mis en relation, je dirais, les HPV, c'est-à-dire les papillomavirus. Et il y a de plus en plus de jeunes femmes et de femmes qui sont contaminées par ce virus. Et derrière, vous avez comme pathologie ce qu'on appelle un lichen plan, c'est-à-dire donc une maladie qui détruit la peau et les muqueuses. C'est dramatique, hein. Voilà. Or, tout ça, ça a été publié, hein. Voilà, donc je vous donne à chaque fois, si vous voulez, la référence. Alors, le point sur les moyens thérapeutiques naturels dans les viroses en général. Eh bien, tout d'abord, avant d'aller attaquer le virus, essayons de voir si notre système immunitaire est capable de nous défendre contre ces infections. Donc, premièrement, on va stimuler les défenses immunitaires. Alors, on a plusieurs moyens. Là, je vais être un peu technique, si vous voulez. Vous avez tout d'abord l'activation des lymphocytes tueurs. Vous savez que dans l'organisme, on a des globules blancs, hein, des lymphocytes classiques, mais aussi des leucocytes classiques et des lymphocytes. Mais dans ce monde des lymphocytes, vous avez des très spécialisés, qu'on appelle tueurs, qui vont aller tuer les cellules qui ont été infestées par des virus. Eh bien, donc on les appelle en anglais les natural killers. Et là, nous avons quelques molécules que nous retrouvons dans certaines huiles essentielles. C'est par exemple le bêta-cariophyllène. Alors ce nom, cariophyllène, ne doit pas vous effrayer. C'est un terpène qu'on retrouve dans beaucoup d'huiles essentielles, en particulier dans le copahu, Copaifera officinalis ou Copaifera marti, donc l'huile de copahu, qui est une oléorésine d'un arbre brésilien, et on récolte cette oléorésine, on la distille pour obtenir cette huile essentielle qui contient donc un taux assez important, à peu près 50%, de ce bêta-cariophyllène. Alors, beaucoup d'autres huiles en contiennent. Par exemple, au Canada, vous avez Comptonia peregrina, qu'on appelle la Comptonie voyageuse, qui est quasiment que du bêta-cariophyllène. Il augmente l'activité de ces natural killers, donc nos moyens de défense lymphocytaire, de environ 15%, ce qui est pas mal du tout, hein. Ensuite, vous avez l'acétate de linalyle. Alors l'acétate de linalyle, c'est vraiment la molécule majeure d'une huile essentielle que vous connaissez très bien. C'est un peu l'emblème de l'aromathérapie. C'est la molécule de la lavande vraie, Lavandula angustifolia. Et cet acétate de linalyle augmente de 10% à peu près l'activité de ces lymphocytes. Vous avez aussi une huile moins connue, donc je vous donne des plus connues, des moins connues. C'est une huile que l'on retrouve au Brésil, Bursera del Pesciana, qu'on appelle l'huile essentielle de linaloé, qui est une huile assez proche d'ailleurs de celle de la lavande officinale, qui appartient à la famille des Burseracées, qui est une famille très importante en aromathérapie, parce qu'elle nous donne beaucoup d'huiles essentielles majeures en thérapeutique. Et puis vous avez aussi, alors c'est pas l'acrétate, hein, c'est l'acétate d'insensile, qu'on retrouve dans l'encens, c'est-à-dire Boswellia sacra. Et vous savez que l'encens, c'est une huile essentielle intéressante. Alors, bien sûr, pour stimuler, booster le système immunitaire, mais aussi comme antidépresseur. Alors voilà la photo de cette Comptonie voyageuse. C'est une petite plante, hein, qui est récoltée et qui est distillée donc, au Canada. La lavande, tout le monde la connaît, hein. Tout le monde la connaît, oui, mais pas toujours très bien. Savez-vous combien il y a de composants dans l'huile essentielle pure, vraie de lavande? Dites un chiffre. Allez, je vous fais travailler un tout petit peu. Une cinquantaine, une centaine? Qui dit mieux? On va se retrouver, vous savez, commissaire-priseur. Plus de 300. Eh bien, c'est un peu plus de 1100 composants différents. Ce qui veut dire qu'il est impossible pour un laboratoire de reconstituer à l'identique une véritable huile essentielle de lavande. Impossible. C'est trop complexe. Alors bien sûr, il y a des composants majeurs dedans et des composants mineurs, hein, bien sûr. Et encore, l'huile essentielle doit être bien distillée, parce qu'on verra que si c'est distillé trop vite
pour les besoins de la parfumerie, donc c'est vraiment les huiles de lavande grand bateau, si vous voulez, vous n'aurez quasiment pas d'une molécule intéressante qu'on appelle comment je veux dire, c'est une coumarine, qui est la herniarine. Il y en aura très très peu. Par contre, si c'est distillé plus longuement pour les besoins de l'aromathérapie, vous aurez suffisamment de cette molécule. D'ailleurs, vous utilisez aussi la lavande, vous savez, pour soigner les douleurs. Quand vous en mettez, ça se calme. Non seulement ce sont les grosses molécules, si je veux dire, importantes dans l'huile, l'inalol, l'acétate de linolyle, mais aussi c'est la rhéniarine qui a un fort, je dirais, impact analgésique. Alors voilà, Bursera del Pesciana, qui pousse au Brésil. Voilà. Alors, le point sur les moyens thérapeutiques naturels dans les viroses, on va continuer. À côté de la stimulation des natural killers, eh bien, on peut activer les macrophages. Alors c'est important parce que les macrophages, ce sont des cellules qui vont macrophager, qui vont phagocyter les cellules qui ont été infestées par des virus. Voilà. Eh bien, alors ces macrophages, comment fonctionnent-ils? Ils sécrètent, ils expriment des molécules, je dirais, qui sont des molécules qui vont attaquer la cellule qui a été infestée. Et c'est l'oxyde d'azote, le NO, qu'on retrouve. Il synthétise également des héros. Or, les héros, ce sont des espèces réactives de l'oxygène. Vous avez entendu parler des radicaux libres. Bon, eh bien, ils sécrètent naturellement des radicaux libres pour aller brûler la paroi des cellules qui ont été infestées par les virus. Et puis également, donc, de l'interféron gamma, etc. Alors, qui est capable... Alors là, nous ne sommes plus dans le domaine de l'aromathérapie, mais dans le domaine des champignons, donc de la mycothérapie. Donc c'est un très bon complément à l'aromathérapie, parce que c'est autour de ces champignons, vous avez donc une enveloppe qui contient ce qu'on appelle des polysaccharides. Ce sont des sucres complexes, si vous voulez, qui forment la paroi, et en particulier, ce sont ce qu'on appelle des bêta-glucanes. Alors ces bêta-glucanes, vous en avez, tout le monde connaît le shiitake. Voilà. Le nom latin, c'est Lentinus edodes. Eh bien, il contient donc un bêta-glucane qu'on appelle l'AC2P. Voilà. Et en particulier, ça inhibe l'influenza virus. Donc, vous voyez, en prévention de la grippe, eh bien, c'est intéressant. Et puis, vous avez ceux d'un autre champignon qu'on appelle Erythricium erinaceus, intéressant dans l'hépatite B, qui est une hépatite redoutable. Voilà. Et puis, via d'autres types de composants, alors on quitte le domaine des champignons, on va dans celui des huiles végétales, donc de l'oléothérapie, mais particulière. On ne va pas parler de l'huile de tournesol, on va parler de l'huile de calophylle-inophile. Certains d'entre vous connaissent le calophylle. Vous êtes allé dans les salons, et vous avez des stands, c'est marqué huile sacrée de Madagascar. Voilà, c'est le calophylle. Bon, à Madagascar, le calophylle n'est pas sacré, ça c'est purement de la publicité. Vous avez donc des calophylolides qui sont également extrêmement stimulants du système immunitaire. Mais aussi, ne pas oublier le magnésium et le zinc. Indispensable, incontournable. Donc là, sous forme d'oligothérapie, d'oligoéléments. Ensuite, on va s'attaquer au virus lui-même. Donc, on va inactiver des virus par les huiles essentielles pour commencer. Et là, lorsque vous avez ces virus, vous savez, qui se déplacent dans l'air parce que quelqu'un a une infection, va le transmettre à un autre. C'est le cas de la grippe, c'est le cas de l'hépatite A, c'est le cas, on le verra tout à l'heure, d'autres infections émergentes. Et bien là, vous allez assainir l'air avec des sprays à base d'huile essentielle. Alors, il y en a un que tout le monde connaît parce qu'aujourd'hui, il est dans toutes les pharmacies, c'est le spray 41 de Pure Essentiel. Et puis, on va donc utiliser ces huiles essentielles, cette fois-ci par voie respiratoire, et en particulier au niveau de la grippe. Alors, la grippe, je dirais, se traite par respiration, puisque c'est une infection ORL, donc une infection respiratoire haute. Voilà. Mais aussi par voie digestive, lorsqu'il s'agit de diarrhée virale. Alors, elles ne sont pas très graves pour les adultes, elles sont souvent redoutables pour les enfants, parce que derrière, vous avez souvent une déshydratation.
et puis par voie cutanée, bien entendu. Alors, les infections respiratoires à coronavirus. Eh bien, parmi les épidémies hivernales, c'est la coronavirus humain, surviennent durant quelques semaines dans des petites communautés, la famille, les écoles, les internats. La contamination est interhumaine, gouttelettes de salive ou sécrétions nasales infectées. L'infection se manifeste sous forme de rhume banaux. Donc là, c'est pas trop méchant. Cependant, sont apparues de nouvelles souches en Chine et en Arabie Saoudite, responsables de pneumopathies sévères. Le STRAS a été observé au cours d'une épidémie en Chine. Il est dû au SARS-CoV-virus, un coronavirus mutant extrêmement virulent, n'appartenant à aucune des 13 espèces recensées de la famille des coronaviridae. C'est comme pour les plantes, hein, on les classe par famille. Voilà. Son génome comportant des fragments provenant de coronavirus de souris, de bovins, d'oiseaux et peut-être de pangolins. Donc vous voyez tous les animaux qui ont servi à transmettre et à faire muter ce virus. Alors voilà donc ici, je dirais, ce virus. Hein, on voit très bien sa capside. Et à l'intérieur, vous voyez, enroulé en spirale, eh bien donc l'ARN. Et voilà donc le même, cette fois-ci, c'est plus un schéma, c'est ce qu'on a en microscopie électronique. Hein. Donc on voit très bien les petites spicules tout alentour. Alors, les premiers signes cliniques de cette pneumopathie atypique sont banaux, fièvre dépassant les 38, frissons, douleurs musculaires, là rien de particulier. Cependant, entre le 2e et le 11e jour, tout sèche, accompagné de difficultés respiratoires, pouvant nécessiter une assistance respiratoire et se terminant dans 4% des cas par la mort. C'est pas négligeable. Hein. Voilà. Alors, la sélection des huiles essentielles actives contre le SARS-CoV-virus se base sur les études réalisées par l'équipe de l'Oiseau. C'est un chercheur virologue. L'huile essentielle de laurier noble, alors c'est une huile que tout le monde connaît, mais tout le monde connaît mal, hein, parce qu'elle a beaucoup d'intérêt. Laurus nobilis, famille des lauracées, elle est très efficace contre ce coronavirus. La CI50, alors ça veut dire concentration inhibitrice, pour inhiber 50% des virus présents, si vous voulez, et de 120 microgrammes par millilitre, ce qui est très faible. Ainsi d'ailleurs que sur d'autres virus à ARN, à l'origine des stomatites, des hépatites A et C, des entérocolites, des rhinopharyngites, grippe, et des névrites. Donc ça a été publié à l'époque dans le livre que certains d'entre vous connaissent, qu'on appelle l'aromathérapie exactement. Et puis, donc voilà le laurier, tout le monde a vu du laurier. Alors, l'huile essentielle de laurier noble contient les CoV. Alors, CoV, ça veut dire composés organiques volatiles. Alors, rien à voir avec ce que vous respirez dans la rue ou près d'une usine. Là, ce sont des composés émis par les plantes, hein, comme la fleurette Fontainebleau, le maquis corse, etc. Voilà. Donc, ça a un même nom, malheureusement, mais ça veut dire que ce sont des produits qui se volatilisent facilement. Voilà, oxyde, c'est du 1,8-synol qu'on appelle aussi l'eucalyptol, présent dans les eucalyptus. Vous avez donc de l'alpha-pinène, produite par les aiguilles de pin. Je vous donne des comparaisons. Hein. Voilà. Tout ça, c'est dans le laurier. Du linalol qu'on retrouve dans la lavande. L'alpha-terpinol dans l'eucalyptus radiata. Le génol dans le clou de girofle. Le méthylgénol, pareil. Et le costinolide. Donc voilà un petit peu les composants principaux de l'huile essentielle de laurier. Alors, vous avez deuxième huile essentielle intéressante, celle de Thuya orientale. Rien à voir avec le Thuya, vous savez, le Thuya officinalis, celui qui contient des cétones, qui est neurotoxique, qui est d'ailleurs interdit de vente en officine, hein, ni en maison diététique. C'est un Pladicladus orientalis, voilà, riche en alpha-pinène, et il est également extrêmement efficace. Et oui, la concentration est à peu près identique. Alors, à rapprocher de cette huile, celle de pin sylvestre, Pinus sylvestris, ça c'est facile à trouver, on en trouve partout. Voilà, riche également en lévo-alpha-pinène, connu d'ailleurs aussi comme antigrippe. Bien, donc voilà ce fameux Thuya orientalis. Ensuite, vous avez le syndrome respiratoire du Moyen-Orient, un nouveau venu. On en a parlé à la télé il n'y a pas très longtemps. Hein. Voilà. Le MERS-CoV est un autre coronavirus mutant hautement pathogène, comportant dans son génome des fragments provenant de coronavirus de dromadaires. Il a été responsable en Arabie Saoudite de
de pneumopathie aiguë sévère, échappant de fait facilement au S6, système immunitaire inné, et inhibant la production d'interférons leucocytaires. Bien qu'aucune étude n'ait été faite sur ce virus et se référant sur celle précédente, eh bien, le laurier noble nous paraît également indiqué, puisque ce sont des virus de la même famille, présentant les mêmes caractéristiques. Alors voilà ce virus en schéma, et le voilà donc en microscopie électronique. Conduite à tenir. Eh bien, l'huile essentielle de référence est celle du laurier. Les voies d'administration sont la voie rectale. Alors pourquoi la voie rectale ? Eh bien, parce que les molécules de l'huile essentielle de laurier passent directement dans la veine hémorroïdaire. Voilà, et arrivent directement, donc sans passer par le foie, au niveau des alvéoles pulmonaires. Et donc ça permet de balayer tout l'arbre respiratoire. Le suppositoire est la meilleure forme pour ce type de pneumopathie. Alors le dosage par suppositoire, c'est de 5 mg par kilo de poids, donc y compris chez les enfants. Voilà, donc limité cependant à 300 mg, parce qu'on ne peut pas en mettre plus dans un suppositoire. Et voilà donc une formule pour les pharmaciens. Je vous rappelle que l'aromathérapie, c'est une thérapeutique extrêmement efficace, et il est bien d'avoir les conseils d'un professionnel de santé, en particulier des médecins phytothérapeutes, aromathérapeutes, des pharmaciens qui, connaissent bien le sujet. Donc éviter les auto-prescriptions, les automédications, pour ne pas faire d'erreur. Et voilà donc le type de suppositoire que l'on peut proposer. 6 le premier jour, il faut quand même y aller. Voilà. Ensuite, on diminue à 5, à 4, puis à 2 ou 3 pour finir une semaine. Tout traitement antiviral doit rester durant une semaine. Alors, voilà, la dengue. Alors, l'étude publiée par Garcia et son équipe nous oriente vers des huiles essentielles à camphre, dont celle d'une armoise, Artemisia douglasiana. Donc, vous voyez, avec des taux extrêmement faibles et utiles. Alors, en général, on pense que les maladies virales, sont facilement combattues par des huiles comme le thym, l'origan, etc. C'est vrai pour certains virus, ce n'est pas vrai pour tous les virus, et en particulier ceux-là. Et le plus efficace, c'est apparemment le camphre. Alors, attention, le camphre est un neurotoxique. Donc, il faut savoir utiliser et bien doser également ces huiles. D'où le conseil, du professionnel de santé. Voilà, alors à noter la présence de camphre dans bien sûr d'autres huiles essentielles que cette armoise particulière. Vous en avez dans l'armoise blanche, Artemisia herba alba, le romarin officinal, la lavande aspic, Ocynum canum qui est un basilic, la sauge officinale, Simum camphora, sous-espèce Formosanum, qu'on appelle également le camphrier. Voilà donc une armoise ici. Alors la dengue. Je te laisse conclure, Pierre. Je voudrais finir là. Oui. Voilà. La menthe poivrée est riche en menthone. Vous avez le basilic tropical, améthylchavicol, etc. Répertorié aussi contre la fièvre jaune. L'écorce de cannelle, bien sûr, utilisée dans les fièvres tropicales. Alors, pour en savoir plus, eh bien, vous avez, différents livres. Alors, bien sûr, il y a celui de Jean-Pierre, il vous en parlera tout à l'heure. Vous avez également l'aromathérapie exactement, qui est toujours encore disponible, je pense, sur Amazon. Et puis le nouveau livre que je viens de sortir, qui s'appelle donc La science des huiles essentielles médicinales, volume 1 d'une collection à la pointe de l'aromathérapie, qui est à la fois pour le professionnel, mais aussi pour le public averti. Beaucoup de pages sont lisibles par tous. Voilà. Et donc, ça va constituer, parce qu'il y a 2 autres volumes qui vont suivre derrière, l'ouvrage de référence, dans le domaine de l'aromathérapie, tout pays confondu, puisque ce livre est actuellement en traduction en japonais, en chinois, en anglais et en espagnol. Voilà. Non, pas encore. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était un peu rapide. Je vous ai donné quelques éclairages sur le sujet. J'espère que ça vous aura intéressé et vous donner des pistes sur ces maladies émergentes. Merci.